Donc bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir la mise en place du squelette crânio-facial avec tous les bourgeons de la face qui vont fusionner, etc. Donc ce cours est très important dans la mesure où la prof adore faire tomber les dates, etc., les anomalies de fusion, comme vous allez voir. Du coup, je vous mets le diaporama. Voilà, donc dans un premier temps, donc voilà, formation du squelette crânio-facial. Donc dans un premier temps, au niveau des généralités, ce qu'on sait, c'est que la mise en place du squelette crânio-facial, elle s'étend, en fait, elle est assez longue, elle s'étend de la quatrième semaine à la 10e semaine, et elle est indissociable de la formation des arcs et de leur colonisation par les cellules des crêtes neurales, comme vous avez vu en embryologie au S1, céphaliques. Donc tout d'abord, on a à J20 apparaît donc le premier somite. Donc, on se souvient que les somites, ils permettent de dater l'embryon. En fonction du nombre de somites, on sait à peu près quel âge a l'embryon. Donc, à J24, ensuite, on a les 2 premiers arcs branchiaux qui sont visibles. On a la fermeture du neuropore crânial. Et il faut savoir que le cœur occupe une volumineuse saillie sous l'embryon. Ensuite, à J26, donc les arcs 1, 2 et 3 sont visibles. On a donc la fermeture du neuropore postérieur, caudal, l'ébauche du membre supérieur qui apparaît, les fossettes auditives qui apparaissent ou appelées aussi dépression otique. Attention, entre otique et optique, elles piègent. On a des courbures céphaliques et cervicales au niveau de l'encéphale qui apparaissent. Ensuite, donc à J28, en fait, à J28, il y a les 4 arcs qui apparaissent, enfin, qui sont visibles. On a le bourgeon des membres inférieurs, on a la paroi ventrale qui est pratiquement achevée, et enfin, les placodes optiques ou appelés aussi cristallins apparaissent. Donc là, par exemple, ce qui est important à retenir, c'est savoir à chaque jour ce qui se passe. Si on vous dit que à J26, on voit les 4 arcs, et ben c'est faux puisque c'est à partir seulement de J28 qu'on voit les 4 arcs. Voilà, donc ça, c'est bien à retenir. Ensuite, donc du coup, justement, maintenant, la fusion des bourgeons. Donc en fait, tout débute à la quatrième, cinquième semaine où on a l'apparition et la fusion des 5 bourgeons. Donc ça se met en place au cours du deuxième mois de développement. Donc quels sont ces 5 bourgeons? Donc déjà, on a le bourgeon frontal ou nasofrontal ou frontonasal. Et ensuite, on a 2 bourgeons maxillaires et 2 bourgeons mandibulaires. C'est en fait le premier arc qui est scindé en bourgeon maxillaire au supérieur et bourgeon mandibulaire en bas. OK, ensuite à la cinquième semaine, donc on a 2 épaississements ectoblastiques qui vont, ou appelés aussi placodes olfactives ou nasales, qui apparaissent en fait sur les aspects latéraux du bourgeon frontonasal. Donc le bourgeon frontonasal, il est là. De part et d'autre, ici, apparaissent des épaississements ectoblastiques. Ensuite, à la sixième semaine, l'ectoblaste au centre de chaque élévation va s'invaginer pour former en fait une dépression nasale, ce qui divise le bord surélevé en bourgeons nasal latéraux et bourgeons nasal médians, qu'on voit en fait ici, bourgeons nasal latéraux et bourgeons nasal médians. Au milieu, on a donc une invagination de l'ectoblaste. Les processus nasomédians vont se développer pour s'unir sur la ligne médiane, ces deux-là, les deux jaunes, et vont du coup venir former la partie médiane du nez. Ensuite, donc de la semaine 7 à la semaine 8, les extrémités nasales des bourgeons nasomédians, donc les extrémités latérales pardon, des bourgeons nasomédians, c'est-à-dire ici et ici, vont s'unir avec les parties médianes des bourgeons nasolatéraux. Donc la partie médiane du bleu et la partie médiane du bleu ici. Ça vient s'unir et du coup, on a une union du bleu et du jaune. OK, donc ensuite, on a, les bourgeons nasolatéraux qui vont fusionner avec les bourgeons maxillaires et du coup former les ailes du nez. Ensuite, à la septième semaine, donc les processus nasomédians vont s'étendre vers le bas et vers les côtés pour venir former le processus intermaxillaire. Donc ça, on verra après ce qu'il formera. Les bourgeons maxillaires, eux, vont, grandir, enfin vont s'étendre pour, rencontrer le bourgeon intermaxillaire. Donc le bourgeon maxillaire qui est là, il va s'étendre pour rencontrer le bourgeon intermaxillaire. OK, ensuite donc la dépression entre le bourgeon nasal latéral et maxillaire, ça va former la gouttière naso-lacrymale, qui deviendra ensuite le conduit lacrymal qui va persister
et qui en fait permettra d'avoir, l'écoulement de l'excès de larmes de la conjonctive de la cavité enfin de l'œil vers la cavité nasale. Et ensuite, donc les parties latérales des bourgeons mandibulaires vont venir fusionner avec les bourgeons maxillaires pour en fait venir délimiter la partie inférieure, pour former la partie inférieure des joues, ainsi que délimiter l'ouverture de la bouche. En fait, limiter latéralement l'ouverture de la bouche. Ensuite, donc, de la 7e à la 10e semaine, c'est tout ce qui est étape formation du nez. Donc, les étapes de formation du nez, les bourgeons nasaux latéraux vont fusionner avec les bourgeons maxillaires pour former les ailes du nez. Donc, bourgeons nasaux latéraux avec maxillaire former les ailes du nez, ainsi que les bourgeons nasaux médians vont s'unir sur la ligne médiane afin de former tout ce qui est, tout ce qui est la partie médiane du nez, c'est-à-dire le dos, la partie moyenne et la pointe du nez. D'accord. Ensuite, donc, on est toujours donc dans le développement des bourgeons. Donc là, on a le processus intermaxillaire des 2 bourgeons nasomédians et cetera. Processus intermaxillaire, puis ensuite les bourgeons maxillaires vont s'étendre vers le processus intermaxillaire et du coup fusionner avec lui. Donc les bourgeons nasomédians fusionnés, ça forme le processus intermaxillaire. Que va donner ce processus intermaxillaire? Eh bien justement, on aura d'abord le palais primaire, qui est en fait le palais, antérieur. On aura la partie antérieure de l'arcade dentaire maxillaire et le philtrum. Le philtrum, c'est la partie qui est entre le nez et la lèvre, qui est juste là. Et ensuite, la confluence du bourgeon maxillaire et le processus intermaxillaire, donc comme on voit ici, maxillaire et processus intermaxillaire, ça forme le massif latéral de la face et la partie latérale de la lèvre supérieure et de la joue. Ça vient former tout ça. D'accord. Donc ensuite, on a donc en gros, en résumé, ce qu'on peut voir, donc là, on voit sur une vue d'en dessous, alors que là, on voyait sur une vue de face. Donc là, le bourgeon nasofrontal, c'est en fait les bourgeons nasomédians qui ont donné le processus intermaxillaire, qui vont eux-mêmes donner le palais primaire, plus l'arcade dentaire maxillaire antérieure, plus le philtrum. Ça, c'est en fait en résumé de ce qu'on voit ici. OK, ensuite donc, la formation donc des cavités nasales. Donc ces cavités nasales, donc déjà tout commence entre la 5e et la 6e semaine. Donc les dépressions nasales vont s'invaginer. Du coup, la cavité nasale unique, séparée de la cavité buccale par l'aileron nasal. Cet aileron, il va s'amincir et former la membrane bucco-nasale qui disparaît pour donner le choane primitif à la 7e semaine. Donc toute cette partie-là que je vous montre, elle est super importante parce que elle s'amuse à inverser. C'est-à-dire, elle va dire d'abord la membrane, puis l'aileron, puis le choane. Alors que non, c'est pas ça. C'est l'aileron qui s'amincit, il donne la membrane bucco-nasale qui disparaît pour donner le choane primitif à la 7e semaine. OK, ensuite donc le plancher de la cavité nasale est limité par le palais primaire, donc en avant, qui est issu en fait du bourgeon intermaxillaire, qui était en fait lui-même donné par les bourgeons nasaux médians. Ensuite, donc pendant que se forme le palais secondaire, le septum nasal médian, donc qui est ici, le septum nasal médian, séparant donc les fosses nasales droite et gauche, s'allonge vers le bas pour fusionner tout d'abord avec le palais primaire, puis avec le palais secondaire. Donc le septum nasal médian, c'est en fait, il est issu du bourgeon frontonasal et des bourgeons nasomédians. Donc ça, c'est à savoir aussi de quoi est issu le bourgeon nasal médian. Voilà. Ensuite, donc la formation et l'ouverture de la cavité buccale. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que la formation du mésoderme à la 3e semaine, ça aussi c'est important. Donc ça se forme de partout le mésoderme, entre l'ectoderme et l'endoderme et en fait, il y a seulement à 2 endroits où on n'a pas de formation de mésoderme. C'est au niveau de la membrane pharyngienne qui va se rompre plus tard à J24 pour faire communiquer, la cavité buccale avec l'intestin primitif et la membrane cloacale où aussi persiste un accolement en fait des 2, de l'endoderme et de l'ectoderme et du coup, ça va former ces 2 membranes forment les extrémités de l'intestin primitif. Donc à la fin du premier mois, il faut savoir que en fait, quand on regarde un embryon, c'est juste, une face qui est centrée sur le stomodéum qui est en fait le seul trou de la face qui ensuite va donner cavité nasale et cavité buccale. Au début du deuxième mois, cette cavité buccale, elle ressemble à une fente élargie et ensuite, à la fin du deuxième mois, les portions latérales des bourgeons maxillaires et mandibulaires vont fusionner.
et du coup, limiter latéralement la bouche. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, donc la formation du palais. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le palais, il est constitué de 2 parties. On a un palais primaire et un palais secondaire. Le palais primaire, en fait, c'est celui qui comprend les 4 incisives maxillaires et en fait, il prend les 4 incisives les 4 incisives maxillaires et il part en pic comme ça. Et en fait, le reste du palais, c'est le palais secondaire. Ce palais secondaire, il est lui-même divisé en 2 parties, un palais dur qui est en fait les 2 tiers antérieurs parcourus par des rugae qui sont en fait des petites irrégularités du palais et le palais mou qui est le tiers postérieur qui est en fait le voile du palais qui comprend la luette et qui dès qu'il est au repos repose sur la langue. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce palais secondaire, enfin tout le palais va résulter d'une confluence de 3 bourgeons en forme de Y. En fait, on aura le bourgeon prémaxillaire et les 2 bourgeons palatins. Donc tout ça, ça va permettre le cloisonnement du stomodéum puisqu'en fait, initialement, on a une grande cavité et en fait, tous ces bourgeons qui vont fusionner, ça va former en plancher pour la cavité nasale et en toit pour la cavité buccale et de ce fait, on aura des fosses nasales et une cavité buccale qui seront bien cloisonnées. D'accord, donc ensuite, le développement du palais secondaire. Donc la formation du palais secondaire, il est très lent. Il s'étend de la 6e à la 12e semaine, alors que par exemple, chez la souris, il se fait en 4 jours, c'est fini. Donc là, bref, donc là, on regarde sur l'homme. Donc première chose, c'est élévation et juxtaposition. En fait, ce qui se passe, c'est que les bourgeons palatins, ils sont d'abord verticaux à la langue, se développent, s'élèvent et changent d'orientation. Donc là, on voit qu'ils se développent, ils s'élèvent et là, ils vont changer d'orientation pour devenir horizontaux et ils viennent au contact sur la ligne médiane, donc ici. Donc là, on voit bien qu'il y a une ligne médiane où les 2 bourgeons palatins vont, venir s'accoler. Ensuite, donc justement, on a la deuxième étape qui est l'adhésion. En fait, les 2 épithélias de recouvrement des bourgeons palatins vont adhérer, s'intriquent et forment en fait l'épithélium médian de jonction ou appelé MES. Donc en fait, c'est au cours de l'élévation et la juxtaposition, les 2 bourgeons palatins ne font que se toucher et ensuite à l'adhésion, ils commencent à s'intriquer et à venir se lier, en formant un épithélium médian de jonction. Lui, il est important, on va en reparler tout à l'heure. Donc ensuite, la dispersion et la fusion. Donc en fait, pour assurer la fusion et la continuité des mésenchymes, les cellules épithéliales doivent se disperser et disparaître de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise fusion. Parce que s'il y a une mauvaise fusion, on aura plus tard des fentes. On le verra à la fin, c'est les anomalies de fusion. Ensuite, donc le MES, qui est l'épithélium médian de jonction, il est formé au cours de l'adhésion, et il peut disparaître par 4 mécanismes. C'est super important, ces 4 mécanismes, ils sont actifs. C'est pas des mécanismes passifs parce qu'on peut vous mettre les 4 mécanismes pour que le MES disparaisse sont des mécanismes passifs. C'est faux, ils sont actifs. Ça, c'est super important. Donc ensuite, on a, donc justement dans ces 4 mécanismes, on a la rétraction ou contraction du feuillet épithélial, la migration, l'apoptose, la transition épithélio-mésenchymateuse qui est surtout réservée aux zones limitées d'apoptose. C'est-à-dire celles-ci, elles ne peuvent pas c'est des petits îlots comme ça dans l'épithélium, ils ne peuvent pas disparaître par apoptose. Ils sont obligés de faire une transition épithélio-mésenchymateuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait dispersion de ce MES ou épithélium médian de jonction, on doit avoir présence de TGF bêta 3 qui est présent avant et au cours de la dispersion du MES. Ok, donc ensuite, là, ce qu'on observe, donc justement, là, on voit bien que c'est le palais primaire avec les 4 incisives, les 2 centrales, les 2 latérales, et ensuite le palais secondaire. Donc la suture palatine transverse qui se trouve en fait ici, on la voit pas très bien, mais on l'imagine. Elle permet en fait de séparer le processus palatin de l'os palatin. Et la suture palatine médiane, qui est cette fois-ci dans ce sens-là, elle permet de séparer les processus palatins, droit et gauche. Donc là, c'est pareil, ces deux sutures palatines transverses et sutures palatines médianes, il faut bien savoir ce qu'elles séparent. Ça aussi, c'est sujet à des pièges. Donc la chronologie du développement du palais, donc tout d'abord, entre la semaine 6 et 7, le processus intermaxillaire, qui est en fait issu des processus nasomédians,
il va former en fait le palais primaire qu'on a vu donc sur la photo juste avant. Donc à la semaine 8-9, les parois médiales des processus maxillaires, donc qui sont des processus palatins vont donner des processus palatins qui sont verticaux et parallèles aux faces latérales de la langue. À la 9e semaine, on a une élévation et une fusion sur la ligne médiane. Donc ceci va constituer, le palais secondaire et en plus de ça, on a la fusion du palais primaire et secondaire qui va permettre donc la séparation des fosses nasales et de la cavité buccale. Ensuite, donc justement, pour éviter d'avoir des anomalies de fusion, on va avoir une dispersion de l'épithélium de jonction, MES, qui est souvent incomplète. Donc justement, ça s'appelle des restes épithéliaux qui sont des perles d'Epstein sur la ligne médiane du palais. On voit en fait des résidus. OK, et ensuite à la semaine 12, on a la fin de la fusion du palais et on a donc, un bon cloisonnement entre la cavité buccale et les fosses nasales. Ensuite, donc, on peut avoir des anomalies, de développement du palais. Donc, on a, des fentes palatines isolées sans fente labiale. Donc ça, c'est seulement 25 à 30 des fentes, dont 20 sont héréditaires. Donc ça, il y a pas de logique, il faut juste les apprendre, il faut tous les apprendre bien, y compris les pourcentages, car, elle aime bien faire tomber les pourcentages aussi. Donc les fentes palatines avec les fentes labiales, donc associées à une fente labiale, c'est 45 des fentes et une fente labiopalatine isolée, c'est-à-dire et labiale et palatine, mais non syndromique, c'est-à-dire qui ne fait pas partie des symptômes d'un syndrome, c'est 70 des fentes labiopalatines. OK, donc ensuite la fente labiale unie ou bilatérale, elle ne touche que la lèvre supérieure. En fait, ça résulte de quoi? Lorsqu'on a une anomalie labiale, c'est une anomalie au niveau de la fusion des bourgeons maxillaires et nasal médian. Ensuite, donc, on a la fente labio-alvéolaire, donc c'est-à-dire et labiale et l'arcade, l'alvéole, c'est là où est présente la dent. Donc au niveau de l'arcade dentaire, c'est une anomalie de fusion entre le palais primaire et le palais secondaire. Ensuite, on peut avoir également une fente palatine, c'est une absence de fusion des processus palatins. On a de ce fait une communication entre la cavité buccale et les fosses nasales. Ça peut être unilatéral ou des deux côtés. Ensuite, on a une fente labio-alvéolo-palatine. Eh bien, ça reprend la labiale, l'alvéolaire et la palatine. Et donc, c'est une association de ces trois dernières malformations. Voilà, donc ça, c'était le cours sur la mise en place du squelette crânio-facial. Il est très important au niveau des dates, au niveau de tout ce qui est développement des choses, de comment ça fusionne, de quoi fusionne avec quoi pour donner, quoi. Par exemple, qu'est-ce qui va donner le palais? Qu'est-ce qui va donner la joue supérieure et cetera? C'est super important à savoir puisqu'elle aime bien, le faire tomber. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et on se retrouve pour, le dernier cours qui sera avec moi qui est, l'édification radiculaire. Voilà.